bonsoir Anne Lima et Mylène Contival des éditions Chandaigne. Je suis ravi de vous recevoir parce que tout simplement vous êtes une petite structure et ces rencontres sont faites pour vous, clairement, sont faites pour faire découvrir aux gens et à la communauté de lecteurs des maisons d'édition plus confidentielles mais tout autant de qualité. Donc merci d'avoir accepté malgré un petit peu de stress. Tout ira bien. On va peut-être commencer par présenter cette maison-là qui a un historique particulier puisque elle a été créée par Michel Chandaigne et vous-même, Anne, mais avec un parcours plutôt particulier. Et peut-être vous êtes né de père portugais et de mère française. Vous avez donc ces deux côtés, lusophone et français. Comment s'est inscrite cette maison d'édition dans votre cœur déjà et dans votre parcours professionnel? Bien, merci Anthony pour cette invitation et merci à tous d'être là. Bon dia, comme on dit en portugais. Donc Chandaigne, c'est déjà une histoire de 30 ans. L'année prochaine, on fêtera donc nos 30 ans. C'est une maison donc, que l'on a créée en 1992, Michel et moi. Et c'est un exemple aussi, je pense, intéressant pour montrer que pour créer une maison, souvent on vient de parcours très différents. Donc moi j'ai connu Michel, j'étais encore à Lisbonne, j'étais étudiante et lui il enseignait au lycée français de Lisbonne de l'SET. Mais en France il faisait déjà de la typographie, c'est-à-dire il avait déjà une petite maison qui s'appelait les éditions Michel Chandaigne où il faisait des livres avec une typographie au plomb. Avec une presse au plomb, et donc là il faisait quelques livres plutôt de poésie courts. Et, et quand il est rentré en France, il n'a plus envie de reprendre l'enseignement. Et il a trouvé le lieu où on est encore, hein, rue Tournefort, dans le 5e, et pour installer sa presse et pour faire une petite maison d'édition. Mais finalement, comme il était tombé aussi amoureux de la langue portugaise et de Lisbonne surtout, et du Portugal, il s'est dit, je vais créer aussi un lieu qui reproduirait un peu le Portugal. Et il a créé la librairie portugaise et brésilienne en 86, rue Tournefort. Entre-temps, moi, je fais aussi des études. Je viens étudier à Paris, puis à Lyon, et on ne se perd pas de vue. Et il savait absolument aussi que je voulais travailler sur les livres. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. En 92, on a créé les éditions Chandaigne. Les éditions Chandaigne, c'est au fond aussi donc une histoire d'amitié. C'est une histoire disons, de coïncidence, de complémentarité et disons et de personnes qui regardent un peu dans la même direction. C'est-à-dire notre façon de voir et de travailler était un peu coïncide, c'est-à-dire qu'on aime bien un peu travailler de façon un peu solitaire, mais de pouvoir être libre dans ce que l'on fait. Disons que même si on revient un peu en arrière, les premiers titres que l'on voulait faire dans la collection, dans les éditions Chandaigne, c'était au fond la collection Magellan, qui est une collection de récits de voyage, des récits de voyage qui vont du 15e au 18e siècle, qui sont des textes initialement très importants, même littérairement au Portugal, qui n'étaient pas du tout connus en France. Et Michel avait essayé de les proposer dans d'autres maisons d'édition, Gallimard, etc. Personne n'a voulu prendre la collection, et heureusement. Parce que comme ils n'ont pas voulu le faire, on a dit on va le faire nous-mêmes et on crée la maison d'édition. Et jamais jamais une grande maison n'aurait pu développer la collection comme on l'a développée et la faire comme on l'a fait. Parce que finalement, en la prenant nous-mêmes, donc on a décidé de faire, donc on ne fait pas des livres sur la presse à bras, mais on a décidé de maîtriser nous-mêmes les logiciels de composition, InDesign, Photoshop, etc. Donc on compose nous-mêmes les livres. Donc on peut passer un temps sur les livres qu'une grande maison, si elle sous-traite, ne peut pas passer. Donc, on a finalement transféré un peu la presse ancienne sur des techniques modernes, mais en faisant nous-mêmes les livres. Donc, c'est un peu de cette volonté-là que la maison d'édition est née, et puis de complémentarité, c'est-à-dire que moi, je suis bilingue complètement. Je suis aussi de formation un peu de gestion et d'histoire. Michel est
typographe, grand lecteur, traducteur aussi. Donc, tout ça a été complémentaire, plus ce goût pour une culture et pour une langue qui n'est pas qu'une langue, disons, liée à un pays, qui est le Portugal, qui est une langue qui nous emmène sur le monde entier, parce que c'est le Portugal, le Brésil et l'Afrique lusophone, Angola, Mozambique, Cap-Vert. Et puis par l'histoire, disons, initialement portugaise, puis après de tous ces pays, on peut aller un peu partout dans le monde. Donc on a des excuses pour traiter de tout ce que l'on veut. Voilà, donc c'est un peu comme ça que c'est né. Donc c'est une histoire d'amitié et de volonté un peu aussi de rester sur ces domaines que l'on aime, ces pays que l'on aime, et aussi de grande indépendance. Alors, vous êtes une petite structure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer avec qui vous travaillez? Alors, je le sais, évidemment, mais j'aimerais que les autres l'entendent également, puisque vous publiez à peu près une dizaine de livres par an, ce qui est très, très classique, entre guillemets, pour une petite structure, mais vous êtes très peu nombreux à y travailler. Et j'aimerais qu'on parle également du rôle de Michel Chandaigne, qui dirige cette librairie portugaise et brésilienne à très peu de pas de la maison d'édition. Je crois que c'est à 200-250 mètres. Pour le coup, Mylène, je serais ravi d'entendre cette... Bien, disons qu'au quotidien, donc Anne et moi, et Michel, lui, donc travaille en effet au quotidien à la librairie portugaise et brésilienne. Donc, c'est des structures qui, par l'histoire, sont liées, mais qui sont sont indépendantes. C'est deux structures différentes qui demandent une gestion différente et indépendante. Michel, lui, travaille du côté de la librairie portugaise et nous, on est donc aux éditions. Mais Michel suit quand même donc de près la collection Magellan, ou plutôt les récits de voyage, et certains livres, notamment le dernier en date, c'était Piques et banderies de Essat Queiroz. Donc tout ce qui est plus attrait avec la littérature classique. Il suit certains ouvrages en particulier. Voilà. Enfin, et puis donc il y a Mylène qui, elle, travaille avec nous depuis bientôt 5-6 ans. 5, ouais. Et qui, comme on a une petite structure, c'est difficile de dire que moi je fais que ci et elle fait que ça. C'est assez imbriqué. Mais disons que Mylène est plus en charge de ce qu'on pourrait appeler la promotion, des liens avec les libraires et avec la presse. Mais forcément, comme elle est aussi bilingue, donc de mère portugaise et de père français, elle lit aussi les originaux, elle fait aussi de la veille, c'est-à-dire qu'on lit aussi des ouvrages, on a une curiosité. Et c'est vrai que d'avoir la librairie portugaise et brésilienne pas loin, ça nous permet d'aller chercher les livres. Et puis de temps en temps, c'est Michel qui nous sort un livre, de dire bah, regarde, ça a l'air pas mal, et on va le lire. Et c'est comme ça un peu que l'on fait cette veille. Mais le catalogue ne se construit pas que comme ça. Il y a déjà un vivier très proche de vous. C'est quand même quelque chose d'assez inédit dans le monde de l'édition, d'avoir une librairie sur un pays, ou en tout cas un monde lusophone, ou un monde étranger, avec un fondateur de maison d'édition. Je trouve le fonctionnement plutôt assez magique, puisque vous avez ce vivier-là, et Michel Chandaigne, dans sa librairie, a, j'imagine, tout le fond du catalogue Chandaigne. Donc ça permet aussi d'avoir cet accès-là. Oui, alors ça, c'est une spécificité qui est là, si on veut, on peut presque initialement remonter aux éditeurs libraires du XVIIIe siècle, si vous voulez, ou même fin XVIIe, c'est-à-dire qui étaient souvent libraires, éditeurs, typographes, parce qu'au début, c'était ça, on avait la presse à bras qui était juste derrière, on avait la librairie, et puis on avait nos ateliers. Et en plus, donc on traduit, des fois on fait des préfaces, enfin bon, tout était un peu intégré. Mais ça, c'est une spécificité de façon un peu classique à la française. Bon, maintenant, on n'a plus la presse à bras, elle a été reprise par l'école Estienne, ce qui est très bien, plutôt qu'elle d'être détruite, elle a été reprise, ainsi que certains caractères très très beaux, en plomb, de l'Optima, des caractères chinois, des caractères grecs qu'ils ont pu reprendre. Donc ça, c'est bien qu'il y ait
disons une histoire qui continue. Mais cette question de pouvoir aussi, d'avoir deux structures, ça a été très important et c'est ça aussi qui explique peut-être une certaine liberté que l'on a pu avoir et solidité, disons, une question importante aussi dans une maison d'édition, c'est la solidité financière. Le fait que au début, les éditions, quand on a créé les éditions en 92, donc moi j'ai pu m'adosser à la librairie qui, elle, existait déjà depuis longtemps. Donc, au début, quand on crée un catalogue, on a quelques titres. On ne va pas vraiment pouvoir vivre de ça. Donc, moi, j'aidais à tenir aussi la librairie, ce qui, moi aussi, m'a formée sur le fond. Et donc, il y avait donc, je pouvais aussi presque facturer mon temps de travail à la librairie, ce qui m'aidait à équilibrer mes comptes. Et puis, au fur et à mesure que le catalogue s'étoffe, l'indépendance financière se crée et on arrive à une égalité. Puis, en fonction des années, il y en a un qui est plus solide que l'autre, mais on peut s'aider comme ça. Mais c'est sûr que le fait d'avoir une librairie où on peut avoir tout notre catalogue qui est montré, c'est très, très important. Parce que, ça c'est Mylène qui pourra vous le dire mieux. Oui, c'est précieux parce que lorsqu'on voit tous les livres et tout le catalogue, enfin, ça permet de se rendre compte du travail d'un éditeur et de la cohérence et de la profondeur aussi de la recherche dans la ligne éditoriale. Enfin, les livres se répondent entre eux. Et c'est Anne qui a l'habitude de dire qu'on est une maison généraliste avec un focus sur la langue portugaise. Et c'est ça, on explore tout un monde, mais en allant de la littérature aux sciences humaines. Et ça, dans les librairies généralistes, certaines nous suivent, donc on va retrouver pas mal de nos livres, mais en général, les libraires ne peuvent pas se permettre de présenter un catalogue, l'intégralité d'un catalogue, parce qu'il y a beaucoup trop de production et souvent, le lecteur, disons, la personne qui découvre et qui ne connaît pas forcément la maison d'édition ne va pas se rendre compte de ce travail, en fait, et de cette cohérence et de ce suivi entre les titres qui renforce aussi et qui donne envie de connaître encore plus, en fait. Parce que quand on commence, il y a des chemins qui se créent entre les œuvres. Et ça, c'est oui, le lot de chaque lecteur. Mais c'est sûr que le libraire, même les très bons libraires, ne peuvent pas avoir beaucoup de fonds. Donc, c'est compliqué de donner à comprendre vraiment un catalogue. Donc, d'où l'importance de cette librairie où on peut tout voir. Et d'où l'importance aussi des salons et festivals auxquels on peut participer, mais qui malheureusement n'ont pas eu lieu depuis un an et demi. Mais qui sont très, très importants pour des structures comme nous. J'imagine. On parlera peut-être de la foire du livre de Porto à laquelle vous avez participé, il me semble, l'année dernière. Béa ? Oui, merci Anthony. Bonsoir à tous. Oui, il y a aussi des garçons, donc bonsoir à tous et à toutes. Je ne connais pas du tout votre maison d'édition. C'est vraiment une découverte pour moi ce soir. Et je remercie Anthony de nous avoir proposé cette rencontre. J'avais une première question. Je suis absolument curieuse de comprendre l'histoire de votre logo. Ah, je te laisse le répondre. Oui, alors c'est ça qui peut sembler incroyable, c'est que tout en venant avec un historique ancien, puisque Michel était typo, etc., quand on a créé les éditions, on n'a absolument pas pensé au logo. C'est-à-dire, si on avait créé un logo, je profite là, on a créé un logo pour notre collection Magellan. Pour notre collection Magellan, qui est donc la collection phare, qui est celle-ci. Je peux vous en montrer plusieurs, il faudrait qu'il y ait de la couleur. Là, on est à 52 titres dans cette collection. 52, 53, et qui est donc sur les récits de voyage. Donc, et là, on avait fait un petit logo, je ne sais pas si ça se voit, qui est une sorte de petit bateau, de navire qui part au loin. Là, on avait pensé, mais pour l'ensemble des éditions, on n'avait pas du tout pensé. Et donc, on a créé nos éditions en 92. Ce n'est qu'en 2003, je crois, quand on a publié un livre qui s'appelle Tombeau de l'éléphant d'Asie, qui est une sorte de dictionnaire amoureux de l'éléphant d'Asie, que l'on a fait en fait avec Marcel Cohen, mais sous un pseudo.
et qui raconte plein d'histoires sur cet animal qui est très proche de l'homme, très intelligent. On avait demandé à un illustrateur de nous faire un abécédaire sur le thème de l'éléphant. Et quand on a vu le C, avec cet éléphant, ce gros éléphant fatigué sur le C, on s'est dit, mais ça, c'est Chandaigne. Et donc, voilà. Donc, c'est pas que les éditions soient fatiguées, mais bon, le monde est grave. Et des fois, faire un livre, c'est toujours quelque chose d'important et qui prend beaucoup d'énergie. À chaque fois qu'on finit un livre, on est un petit peu vidé, quoi. Peut-être qu'avec le temps et un peu l'habitude, on est peut-être un petit peu moins vidé, mais il y en a quand même certains, des fois, où quand on a fini, même au bout de 30 ans, c'est presque comme quelque chose de postpartum. On est... Et donc, il y a quelque chose de ça, d'un peu de la fatigue un peu de... Après, moi, je vois un peu, je vois joueur cet éléphant. J'ai l'impression qu'il est sur une grosse boule et qu'il veut faire la roulade, donc ça dépend aussi. Il y a ça. Et puis, il y a effectivement, je pense que Mylène a raison, c'est-à-dire que nous sommes une maison d'édition qui doit tenir son équilibre, qui publie des livres. Je pense qu'on a un beau catalogue, un des beaux catalogues, disons, de référence, disons, de fond français. Mais pour nous, on met un point d'honneur à s'amuser. C'est-à-dire, il faut que... C'est pas quelque chose où on arrive le matin et on vient au travail, quoi. C'est quelque chose qui accompagne toutes nos journées, enfin, les lectures. Enfin, c'est pas parce que de temps en temps, ça donne beaucoup de travail, donc il faut terminer des choses, donc ça peut ça, mais c'est parce qu'on vit avec ça et donc moi ça fait partie vraiment de mon quotidien et c'est un plaisir, avec bien sûr des hauts et des bas, des choses qui me plaisent et d'autres qui me plaisent moins. Mylène, elle vous dira peut-être autre chose, j'en sais rien, mais en tout cas il faut que ce soit faut qu'on s'amuse avec, quoi. Donc, c'est un espace de vie. Si on pouvait donner... Oui, pardon, Mylène, allez-y. Non, je suis d'accord. Enfin, je vois pas comment. En fait, c'est une telle énergie dépensée que je vois pas comment ça. Enfin, moi, je pense que c'est le projet avant tout des éditions Chandaigne qui me plaît. Enfin, et je pense que je travaillerai pas pour une autre maison d'édition. Enfin, voilà, c'est avant tout. Non, c'est vrai. Ne dis pas ça. Non, mais bah, après la vie. Mais c'est vraiment le projet qui m'intéresse avant tout. Et les livres qu'on fait, à chaque fois, ce sont des livres qui nous plaisent. Enfin, il n'y a pas de. Il y a pas un livre qu'on fait parce que on se dit que ça va. Enfin, parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a un public pour. Parce que non, c'est vraiment une lecture, un coup de cœur. Et c'est toujours comme ça, en fait, aux éditions. Donc, c'est. Voilà. Et puis, il y a ce lien aussi avec la langue, la culture. Donc oui, ça, même si des fois il y a des choses, enfin c'est du travail, donc ça peut être fatigant souvent, ça reste, enfin c'est pas en vain et ça alimente, c'est épanouissant. On peut revenir sur la ligne éditoriale, même si j'aime pas forcément cette formule, mais parce que pour le coup, pour les éditions Chandaigne, ça n'a pas de sens, puisque il y a beaucoup de collections. Vous vous êtes diversifié réellement après les récits de voyage. Le catalogue s'est clairement étoffé depuis des années. Mais quel est ce prisme, le prisme des éditions Chandaigne? Que faut-il pour être, entre guillemets, édité dans cette maison? On est très sectaire. Non, bon. Comme disait Mylène, c'est vrai. C'est-à-dire que si on essaie de décrire, donc on est une maison généraliste avec un axe qui est la lusophonie, qui est le monde de langue portugaise, mais donc qui est très vaste. On a fait quelques petites incartades, mais plutôt en livre jeunesse. Mais quand on a fait ça, c'est parce qu'on est allé vers ce qu'on pourrait appeler du patrimonial, c'est-à-dire des choses qui sont c'est pas de la publication de textes très récents, c'est des choses, des grands textes ou des grandes illustrations
qui nous semblaient importantes et que l'on aime, soit parce que c'est lié au cinéma ou à la musique, qui sont aussi des choses qu'on aime beaucoup. Voilà. C'est, disons, un peu notre champ de liberté pour l'instant, qui nous permet de sortir peut-être du ghetto lusophone, voilà, si on veut dire comme ça. Mais sinon, c'est vraiment quand même très large parce que donc on a les récits de voyage dans lesquels c'est pas que des récits portugais, parce que même si on part de l'idée de cette période où les Portugais avec les Espagnols autour du traité donc de Tordesillas se partageaient le monde. Même si c'est eux qui ont fait des grands voyages au XVe et XVIe siècle, même sur ces navires-là, il n'y avait pas que des Portugais, il y avait vraiment toutes les nationalités. Parmi les grands témoignages de cette période, il y a des grands témoins, c'est des Italiens, par exemple, qui étaient sur les navires portugais, ou même des Espagnols, des Néerlandais. Et au début, si on avait certains textes qui étaient très importants, tels que le récit de Vasco de Gama, tels que Magellan, les histoires tragico-maritimes, parce que qui dit récit de voyage dit aussi récit de naufrage, rapidement, des gens sont venus vers nous en nous disant mais il y a tel texte qui est important, c'est-à-dire c'est ainsi que ça se construit aussi un catalogue, c'est-à-dire qu'il y a ceux que l'on voulait faire initialement, et puis il y a ceux que peu à peu on vient de nous proposer. Dès les premiers 6 mois de notre maison d'édition, il y a des gens qui sont venus vers nous en nous disant mais il y a ci, mais il y a ça, et il y a même certains titres que l'on avait mis dans notre liste initiale qu'on n'a pas encore fait au bout de 30 ans, parce que d'autres choses sont venues. Donc, on a publié des choses sur le Tibet, des choses sur le Japon. Par exemple, le Japon, il y a un siècle chrétien, mais qui est presque un siècle portugais au Japon, qui est de 1540 à 1640 à peu près. Donc, il y a beaucoup d'excuses pour traiter du Japon. On a plusieurs livres sur le Japon, et c'est assez passionnant. De la même façon que, par exemple, après, il y a eu une grande immigration japonaise au début du XXe siècle au Brésil. Et donc, il y a une grande communauté japonaise au Brésil, donc il y a des histoires à raconter sur les Japon au Brésil, et puis maintenant il y a beaucoup, les Japonais, ils veulent que, comme ils ont besoin de main d'œuvre, ils font venir des luso, enfin des Brésilio descendants au Japon. Donc tout ça fait un grand mélange, à tel point que même au Japon, il y a des villes où, dans les distributeurs de billets, on peut trouver en japonais, en anglais et en portugais. Les informations, les textes. Donc le portugais est devenu une langue importante au Japon. Donc c'est assez large. Donc il y a ça, bien sûr, avec les récits de voyage. Après, il y a eu la littérature. Alors on a commencé plutôt par la littérature classique, parce qu'il y avait des grands textes qui n'étaient pas publiés, qui n'étaient pas disponibles. Et plus récemment, on est allé vers des auteurs contemporains. Et on va, pour l'instant, on en suit 3 ou 4. On se dit que si on veut bien s'en occuper, il ne faut pas aussi qu'on multiplie. On est allé vers la jeunesse. Donc ça, c'est à partir de 2000. On a fait des beaux livres aussi. Par exemple, il y a un art portugais qui est très, très spécifique, qui est la céramique portugaise, les azulejos, par exemple. Ça n'existe pas ailleurs. Donc on a fait plusieurs livres qui sont devenus des livres de référence. Et ainsi, c'est assez large. Donc, finalement, on n'est pas fermé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus vers nous, on ne soupçonnait pas même les thématiques qu'ils pouvaient traiter, mais qui, d'une façon ou d'une autre, ont un lien avec ce monde lusophone. Et donc, à partir du moment où ça nous intéresse, il ne suffit pas que ce soit lié au monde portugais pour que ça nous intéresse, parce que c'est très vaste. Donc, ce qui est clair, c'est que pour que on puisse bien défendre les livres et que l'on ait même aussi une certaine légitimité vis-à-vis des libraires, ça c'est, je pense que Mylène, tu pourras mieux l'expliquer. Si on ne dévie pas trop de cet axe, on est mieux reçu et mieux repéré en librairie. Oui, je pense qu'on est, on est identifié comme ça et c'est là où on nous attend. Mais en même temps, lorsqu'on présente notamment la littérature lusophone, donc soit d'auteurs brésiliens, portugais, congolais, mozambicains, on se bat aussi pour essayer de sortir un peu de ce carcan-là, c'est-à-dire qu'on c'est un auteur portugais, certes, mais c'est de la littérature.
Donc, au même titre qu'un auteur anglais écrit de la littérature, qu'un auteur français écrit de la littérature. Donc, des fois, c'est à double tranchant, en fait. Et on essaie encore de savoir comment se positionner parce que pour nous, lorsqu'on lit ça, on voit tout l'universel qu'il peut y avoir dans ces textes-là, même si au départ, on y a été parce que c'était en effet un auteur lusophone. C'est-à-dire que nous, si on arrive avec une traduction d'une œuvre qu'on aime beaucoup, anglaise ou américaine, oui, ça semblera bizarre, c'est-à-dire les libraires ne comprendront pas. Mais notre travail qui est immense de ce côté-là, vis-à-vis des libraires et du public lecteur, c'est disons, d'enlever d'un certain carcan cette littérature qui est une littérature universelle. C'est-à-dire qu'il y a du côté, par exemple, de la scène littéraire actuelle portugaise, il y a des choses très, très, très bonnes et disons, très modernes et qui n'ont rien à envier à une littérature américaine ou tout autre, ou japonaise, etc. Donc, c'est la même chose. Et là, il y a un travail qui est assez... qui n'est pas... Il y a beaucoup de libraires qui font un très bon travail, mais il y a encore des libraires où des fois, il faut résister. Si on dit que c'est traduit du portugais, donc c'est pas parce qu'on est libraire aussi que l'on a la bonne réaction nécessairement. Mais c'est une question d'ouverture, de curiosité, disponibilité aussi. Voilà. Surtout dans le monde actuel, c'est-à-dire comment un jeune, ou relativement jeune, portugais, c'est la même chose qu'un jeune français ou qu'un jeune allemand ou qu'un jeune américain. C'est-à-dire ils échangent, ils connaissent plein de choses, c'est la même chose. Non, puis ce qui est un peu dommage, c'est on retrouve toujours les mêmes auteurs et les mêmes titres en librairie. Donc, dans le pire des cas, c'est 10 titres de Paulo Coelho. Et dans une configuration un peu meilleure, ce sera donc Saramago, Lobo Antunes, du Coelho aussi, parce qu'on n'y échappe pas. Et dernièrement, nous, on commence à arriver à installer Sete Queiroz parce que c'est vraiment un classique portugais, un classique du 19e tout court. Donc là, mais voilà, c'est qu'il y a tellement d'autres auteurs, tellement. Donc, et quand on voit aussi une étagère qui mélange lusophone et hispanophone, c'est dommage. Enfin, au moins 2 étagères avec ces 2 littératures, enfin, il y a plein de... Bon, après, voilà, c'est une question de place, de production, mais il y a tellement de grands auteurs qui sont disponibles en France à découvrir que c'est dommage de passer à côté. Sandra ? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Anne et Mylène. Je suis comme Béa, je découvre votre maison d'édition grâce à Avril ce soir. Donc, merci pour cette rencontre. J'ai découvert notamment qu'effectivement, il y avait beaucoup de collections à l'intérieur de votre maison d'édition. Et chaque fois, j'ai remarqué avec quand même des couvertures assez différentes. Et je me suis interrogée un petit peu sur les raisons de cette diversité des couvertures. Alors, vous parliez tout à l'heure de pluralité, justement. Je me suis demandé aussi si ces couvertures, elles n'étaient pas à l'image de peut-être de la pluralité du monde lusophone que je connais peu. Voilà, est-ce que c'est une volonté peut-être de montrer que finalement c'est un monde pluriel ou est-ce que c'est au hasard de la création de vos collections que finalement vos couvertures se sont retrouvées très différentes les unes des autres? Alors, merci. C'est vrai qu'on a rarement autant de diversité, malgré les collections, c'est extrêmement rare d'avoir autant de diversité graphique. Voilà, alors c'est d'une part, c'est lié au fait que tout en étant une petite structure qui existe depuis 30 ans, on est finalement, comme je vous disais, donc on a une maison généraliste. Donc, on fait un peu comme Gallimard. On est un petit Gallimard, mais mieux. Et donc,
on a plusieurs collections, donc on a essayé un peu de différencier. Alors certaines sont très, très, très pensées, très, très, très réfléchies, mais plus de façon, disons, pour un plaisir typographique, toujours en faisant attention à la, disons, à la lecture, à la clarté du titre, avec un goût quand même assez prononcé pour la typo. Mais donc, c'est ça qui nous a amené. Donc, je peux vous montrer, par exemple, effectivement, la collection Magellan. Bon, il y en a 52 titres et c'est toujours sur cette structure-là. Au début, c'était, disons, plutôt, c'était pas relié. Maintenant, après, on a fait les couvertures reliées parce qu'on a imprimé en Allemagne. Et les Allemands, ils sont très habitués, en fait, à faire d'abord des livres reliés, puis après, ils font le fameux paperback. Et ils savent faire des reliures fantastiques qui sont d'une souplesse totale. C'est-à-dire que vous ouvrez le livre, ça ne fait pas crac, et quand vous l'ouvrez, il reste ouvert. Donc c'était un bonheur de travailler avec eux. Donc pendant longtemps, on a travaillé et fait cette collection-là. Puis après un moment, s'il y a 20 ans, 15 ans encore, c'était facile de le travailler en librairie, c'est devenu un peu plus compliqué parce que ce sont des livres un peu plus chers. Et justement, cette nécessité qu'il y en ait plusieurs présents en librairie limitait finalement la présentation. Donc, même pour nous, la volonté aussi de changer, surtout que certains titres s'épuisaient et on voulait les réimprimer, c'était difficile de les réimprimer tels quels. On a travaillé longuement sur une reprise en semi-poche et donc on est passé à ça. Donc ça, c'est un travail que l'on a fait, c'était par exemple ce travail pour définir cette maquette qui est faite sur l'idée de symétrie. Donc là, c'est le voyage de Magellan. Ça, c'est par exemple Prisonnier des glaces. Oui, je sais pas si... Voilà, ça, c'est le tout dernier qu'on vient de recevoir, donc qui va paraître en juin, donc qui est sur Mœurs et coutumes des Indiens du Brésil. Donc très important, même au moment où on parle énormément du Brésil et de la destruction de l'Amazonie. Donc ça, c'est la reprise en poche de la grande collection. Donc ça fait déjà 2 collections, mais c'est énormément travaillé. C'est très typo, et puis ça, c'est une collection où après, dedans, on met des images en couleur. Voilà, donc ça, vous avez peu d'éditeurs qui vont faire un poche avec des images en couleur dedans, quoi. Avec des cartes, etc. Donc ça, c'est une chose. Après, en collection, en littérature, on avait commencé plutôt par un petit format, comme ça. Et là, on a repris ce dessin qui est en fait des dessins d'un peintre français qui s'appelle Pierre Buraglio. C'est lui qui nous a fait ça. Et donc, on en a plusieurs dans cette collection. On a donc de Fernando Pessoa. On a par exemple ça, qui est notre best-seller, qui est européen et japonais, qui est un texte du XVIe siècle d'un père jésuite qui compare les Européens et les Japonais en 17 petits chapitres. Nous, on fait comme si eux, ils font comme ça. Et ça, on l'a déjà réimprimé, je ne sais plus combien de fois. Donc là, on peut intégrer autant de la littérature, petits textes ou poésie, ou des textes d'histoire. Et puis, on est après allé vers des formats plus grands. Ouais. Maintenant, en littérature, on travaille maintenant avec un illustrateur portugais qui s'appelle Alex Cosblo et qui fait nos couvertures qui sont dessinées. Donc là, c'est un grand format, mais pour la lecture, c'est plus confortable. Quand on a vraiment des textes. Voilà. Et donc, on se dit, bon, un texte comme ça, éventuellement, si jamais bon, il se vend bien, on peut éventuellement le reprendre en semi-poche après. Et puis, en jeunesse, on avait commencé par ce format-là, qui est un faux carré. Et donc, l'idée, c'était de prendre toujours des textes, de très bons textes, et de les faire illustrer. Donc, de façon à ce que ce soit des textes qui sont lus autant par les adultes que par les enfants, et qui sont ce qu'on peut appeler, comme les Allemands appellent, des livres de famille. Parce que ce sont des livres qu'un adulte va avoir plaisir à partager avec un enfant, c'est-à-dire qu'il ne s'épuise pas tout le temps, pas tout de suite. Et donc, on avait commencé justement par Mia Couteau, le roman de la renarde.
Voilà, et comme ça, on en a une dizaine dans ce format-là. Après, on a fait quelques albums parce qu'en jeunesse, c'est difficile, mais on n'en fait pas beaucoup. On en fait 2 par an en jeunesse. Après, c'est sûr que, par exemple, Essat Kéros, comme on l'a repris, ben, on a fait au même format que la Magellan, poche, toujours avec les dessins d'Essat Kéros. C'est le même format semi-poche. Mais là, on en a déjà 6 dans cette collection-là, et c'est le même auteur. On a presque attribué, on peut appeler ça la kérosienne. Voilà. Mais c'est vrai que cette diversité de collections, qui peut peut-être des fois vous donner le tournis, mais pas tant que ça finalement. Ils sont cohérents à leur façon. Et puis aussi, c'est un plaisir c'est-à-dire au fond, faire un livre, c'était comme dans la Magellan, la Magellan grand format, l'idée c'est qu'on prenait toujours une image qui est complètement liée au thème. Puis une fois qu'on avait choisi l'image, il fallait choisir la couleur. Et ça, c'était comme choisir une robe. C'était le plaisir de choisir la couleur. Enfin, et puis après, le petit signet qui va avec, de la même couleur. Ou alors on faisait des couleurs comme ça. Enfin voilà. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le tranche-fil. On prend une couleur aussi. Bon, donc tout ça, ça amène effectivement à de la variété. Mais c'est pensé. Et puis on n'a pas montré... En littérature, si maintenant on travaille avec Alex Gosblow, donc depuis 2016, la collection Lusitane voilà, était plutôt typo, donc avec un extrait de texte et simplement le titre et le nom de l'auteur. Alors au début, on a mis des jaquettes dessus et on retrouvait ça derrière. Puis après, des fois, pour des questions d'économie, on n'a pas mis toujours des jaquettes. Ces jaquettes, couvertures, etc., on n'a pas fini parce que quand vous achetez les droits, vous payez un traducteur ou vous imprimez, ça fait un investissement assez élevé. Et après, il faut des lecteurs derrière. Et oui, on sent la passion, et même vous disiez tout à l'heure que vous vouliez vous faire plaisir, et bien on le ressent aussi ce plaisir-là dans la confection de l'ouvrage. Mais je pense que Sandra aussi voulait peut-être insister sur la difficulté à créer différentes chartes graphiques. En tout cas, vous ne vous facilitez pas du tout la tâche, contrairement à de nombreux éditeurs qui prennent un format, une charte graphique et c'est tout. Là, pour le coup, on comprend que vous ayez beaucoup de travail. Oui, non, mais c'est vrai qu'avec tout, c'est-à-dire donc par rapport à bien d'autres amis éditeurs, parce que ce qu'il y a de bien quand même dans ce métier, c'est que il y a quand même des fois des amitiés, des coopérations qui sont vraiment importantes et aussi utiles pour perdurer. C'est vrai que la plupart de nos collègues éditeurs que l'on connaît sont souvent spécialisés littérature ou histoire, par exemple. Et donc, ils ont 1 ou 2 collections en général, ou 1 ou 2 formats. Et avec tout le respect, par exemple, j'aime beaucoup un éditeur comme Verdier, par exemple, mais c'est sûr que Verdier, avec sa couverture jaune, et puis après on reprend le titre, bon, il y a la petite collection poche, mais c'est aussi, il y a moins de temps passé sur la couverture que nous. C'est-à-dire que nous, il y a souvent une recherche, un investissement aussi, c'est-à-dire l'illustrateur, on le paye, hein. Mais voilà, on ne sait pas faire autrement. Mais c'est ça aussi qui nous distingue, tout en peut-être créant des fois des difficultés pour les libraires, on n'en sait rien, mais non, c'est-à-dire qu'un libraire, en revanche, quand il a la collection, par exemple, des Essat Kéros, les uns à côté des autres, il est sûr qu'il vend les livres sur une table. Il les met sur une table, ça se voit, et il est sûr de les vendre. La collection Magellan, on est maintenant Magellan poche. C'est le 11e. Le 11e, il fait une table Magellan poche, il les vend. Il n'y a aucun problème. Mais c'est sûr que s'il n'y en a qu'un, il le vendra. Mais s'il en a plusieurs, objectivement, c'est magnifique. Je crois savoir qu'il y a certains livres qui ont donné une autre dimension à la maison, et je pense à Autisme de Valerio Romao. Est-ce qu'il y a des livres comme ça qui, à un moment donné, ont mis un petit peu plus en lumière la maison, en librairie et dans le cœur des lecteurs?
Moi, je pense qu'en effet, autisme, c'est parce que ça faisait longtemps. Enfin, Anne, vous aviez publié Louise Rufato en littérature brésilienne et en contemporain, mais Mais il y avait c'était. Miyakoto aussi. Voilà. Miyakoto, je ne sais pas si vous Ouais. connaissez, qui est publié, Chez qui Métayer était publié également. chez Albin Michel. Après, c'est nous qui l'avons repris et maintenant il y a Métayer aussi qui publie, mais plutôt les romans, Et nous, les textes courts, du coup. les nouvelles. Mais oui, on était. Mais enfin, avec autisme, donc en 2016, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un nouvel auteur contemporain au catalogue. Et ça change beaucoup de choses quand on publie un auteur contemporain, c'est-à-dire qu'on peut organiser des rencontres en librairie, le faire venir, le faire rencontrer la presse. Et je trouve que ce texte-là, qui est assez exceptionnel, a eu un très très bon accueil en France. Il a fait partie des finalistes pour le prix Femina. Donc oui, en effet, ça a mis en lumière et je pense que ça, des libraires qui ne nous connaissaient pas, qui ne connaissaient pas forcément la collection Magellan ou les textes plus classiques qu'on avait pu publier avant, se sont intéressés au catalogue grâce à ce texte, après avoir connu autisme. Donc. Et grâce à ce texte, en effet, on a conquéri d'autres libraires et ils nous suivent de plus en plus, ils se sont intéressés. Enfin, voilà. Est-ce qu'on peut peut-être faire le pitch de ce livre-là, puisqu'il fait partie quand même des incontournables de Chandaigne? Oui, oui, oui. Alors, Autisme, c'est le premier roman de Valérie Romao. Valérie Romao, c'est un auteur donc, qui est portugais, mais qui est né en France, qui est resté en France jusqu'à ses 11 ans. Il est parti vivre ensuite au Portugal avec ses parents. Euh, Autisme, je crois qu'il le publie en 2012 au Portugal. Ça a eu énormément de succès là-bas aussi. Et en fait, c'est le départ du livre, c'est l'accident d'un petit garçon qui se trouve être autiste. Il se fait renverser devant son école. Et à partir de cet événement-là, les chapitres du livre vont alterner entre donc, les parents qui sont à l'hôpital, qui viennent d'apprendre que leur enfant s'est fait renverser, les parents et les grands-parents, et ils sont dans l'attente. Donc, c'est des scènes devant la porte de l'hôpital. Les urgences. Des urgences. Ils n'ont pas de nouvelles, si ce n'est que c'est un accident grave. Et les autres chapitres sont des flashbacks sur la vie quotidienne. Et ces flashbacks, en fait, on revient donc sur l'histoire du couple qui a attendu un enfant pendant longtemps. Et il se trouve que l'enfant qu'ils ont, donc le petit Enrique, n'est pas celui qu'ils attendaient parce que c'est un enfant qui parle pas du tout. On est dans un autisme assez lourd, là. Et donc, c'est un enfant qui dit pas papa, qui dit pas maman. Donc, qu'est-ce que ça provoque en fait sur la vie du couple, sur la relation. Donc il y a au sein du couple, avec aussi des chapitres qui sont plutôt de l'ordre de la sociabilité, comment ça se passe ensuite avec le groupe d'amis, comment ça se passe avec la famille, des épisodes aussi qui sont on rit mais on rit un peu jaune pour la recherche d'un médecin, d'une structure pour accompagner l'enfant. Donc voilà, c'est plusieurs voix, c'est plusieurs moments. Et oui, c'est assez bouleversant. Et c'est très riche en fait parce qu'on alterne les points de vue et on est toujours dans la justesse. C'est assez voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que ce livre fait partie d'une trilogie qui s'appelle Paternité ratée. Et Valérie Romao est pour nous, franchement, aussi quelqu'un qui va rester. C'est-à-dire, au point de vue écriture, c'est vraiment pour nous un très bon écrivain, quelqu'un qui travaille vraiment, qui maîtrise bien la langue, qui aime bien travailler. C'est réjouissant de lire. Vous savez, c'est ces textes où on se sent même plus intelligent en les lisant parce que on est enrichi, parce que c'est pétillant. Bon, ça demande un travail de traduction aussi assez important. Il faut de très bons traducteurs. Mais c'est très fluide, sauf que ça joue un peu entre l'oralité, l'écriture, une très belle écriture, riche. C'est un texte aussi bouleversant. Moi, je me souviens, moi, on m'avait conseillé au Portugal, une fois que j'y suis allée à Lisbonne, donc on m'a dit, tiens, lis ça, parce que c'est vraiment très bien. J'ai
j'ai commencé à le lire dans le train qui m'emmenait au nord du Portugal et j'ai pas pu, quand je suis arrivée, je suis allée me coucher, puis j'ai pas pu dormir tant que je l'ai pas fini, je l'ai pas eu fini. Et c'est la première fois qu'on publie un livre aussi vite. On s'est dit, il faut le faire. Et c'était vraiment un coup de cœur. Parce que c'est très riche aussi, parce que c'est bon, il y a cette histoire de l'enfant, mais c'est aussi cette idée de quand on a un enfant, pourquoi on a un enfant? Est-ce que c'est pour lui? Est-ce qu'on l'accepte comme il est, quel qu'il soit? Ou qu'est-ce qu'on a projeté? Est-ce qu'on l'accepte dans le couple? Qu'est-ce qui construit ou non? Et puis après, il y a ces scènes qui des fois on finit par rire, mais qui sont devant cette porte des urgences qui n'ouvrent jamais. Et donc, c'est aussi une métaphore sur la communication, c'est-à-dire c'est l'enfant qui est derrière, on ne sait pas finalement dans quel état il est, mais c'est aussi cette idée de l'autisme, mais l'autisme, c'est pas que l'enfant qui est autiste, c'est beaucoup de choses dans les relations entre les gens qui font que c'est vraiment une très très belle métaphore. Et avec des choses qui sont très bien vues, et c'est vraiment c'est jouissif comme lecture, voilà. Et puis on a décidé de suivre cet auteur. Donc on va publier son 4e livre. Après on avait publié De la famille, qui est un ensemble de 11 nouvelles qui sont aussi très 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 justes sur les relations familiales. Il est très bon sur la famille, il est très juste, un peu acide, mais il est juste. Et puis, après, on a publié les autres, Johanna, qui est un très bon texte, plus court, très fort, même un peu violent. Et le prochain, ce sera un peu sur une relation mère-fille, et c'est où finalement la relation où la mère avait un peu la fille sous emprise, peu à peu la mère va tomber dans un Alzheimer, et c'est la fille qui va prendre un peu, qui va devenir la mère de la mère, quoi. Et c'est très très bon, c'est quelqu'un de vraiment d'excellent. En fait, c'est ça, il y a la justesse des personnages, des relations, on sent que Valérie Romao est un fin observateur, comme tous les bons auteurs, en fait. Mais il y a aussi le côté... Alors, c'est pas expérimental, l'écriture, mais quand même, il y a un travail, parce que si dans Autisme, il y a cette alternance de points de vue, les chapitres aussi qui changent de temps, de voix. Dans Les autres Johanna, c'est une sorte de plan séquence. Donc, comme au cinéma, c'est une sorte presque de huis clos aussi. Donc, c'est d'un souffle. Là, du coup, Chaviré au-dedans, on n'a pas encore décidé le titre. Dans le 3e de la trilogie, c'est carrément un puzzle. Moi, j'ai l'impression, au début, on est là, on doit mettre les chapitres les uns avec les autres. Et à un moment donné, ça prend forme et tout fait sens. De la famille, il intègre dans chaque nouvelle, là c'est très court, ce sont des nouvelles qui font entre 15 et 20 pages à chaque fois, mais qui sont d'une efficacité assez troublante. Et il introduit un élément, un élément étrange ou fantastique, quelque chose qui est complètement improbable, mais après il déroule l'histoire avec une suite ultra logique. Donc c'est très dérangeant parfois, mais ça sert le propos. C'est très intelligent en fait. Donc il y a toujours ce truc avec l'écriture qui est très recherché. Et nous, en fait, quoi qu'il arrive, on va le suivre. C'est-à-dire, on a décidé que on publierait, quoi. On va le suivre parce que souvent, c'est des choses, des choix que des fois les éditeurs doivent faire. Est-ce que l'on est fidèle à un auteur, surtout quand c'est un jeune auteur qu'on prend et qui va créer son œuvre? Des fois, il y a des œuvres plus fortes que d'autres, mais il faut être... et souvent dans les catalogues, disons, d'auteurs traduits, des fois il y a des tentatives et l'auteur est lâché. Il y a comme ça des fois des auteurs, les pauvres, ils ont été chez 4 ou 5 éditeurs et donc ils ont de maison qui vraiment, et ça peut être terrible pour la construction et pour un peu installer et faire connaître un auteur. Mais là, nous, on est vraiment convaincus que Valério sera un des grands auteurs portugais qui restera pour la langue portugaise, quoi. Donc, voilà. Très bien. Quand on parlait tout à l'heure de la foire du livre à Porto, vous étiez, j'imagine, la seule maison d'édition française représentée. Est-ce que vous avez découvert des auteurs? Est-ce que vous avez tissé des liens, j'imagine, avec tous les auteurs qui étaient présents ou les traducteurs?
Mais est-ce qu'il y a des auteurs, des futures pépites que vous avez dénichées et que vous préparez pour la suite? Est-ce que vous avez pu en dénicher également là-bas? Euh, à la, à la foire du livre de Porto, à vrai dire, on a rencontré beaucoup de libraires, d'autres éditeurs, mais pas vraiment d'auteurs. Et, C'est-à-dire les foires alors, il y a 2 grandes foires du livre au Portugal. Il y a celle de Lisbonne qui a lieu normalement en juin et qui dure presque 20 jours. Et puis après, vous avez la foire du livre de Porto. Après, il y en a d'autres petites, hein. Mais c'est plutôt des foires. C'est vraiment là, c'est là qu'on se rend compte qu'en France, on a beaucoup de chance dans le monde du livre dans lequel on vit, disons le réseau, la chaîne du livre dans lequel on vit, avec les défauts qu'on peut pointer, on peut toujours faire mieux, mais on a beaucoup de librairies indépendantes, il y a des règles telles que le prix, la loi du prix unique qui est respectée, enfin il y a plein de choses comme ça. Au Portugal, c'est pas comme ça, quoi. Il y a de très bons éditeurs, mais disons que les éditeurs indépendants, ils ont du mal à résister. Il y a un système de distribution qui fonctionne pas facilement, mais c'est-à-dire que il y a une grande concentration, encore plus grande qu'en France, et il y a peu de librairies indépendantes. Donc, tout ça est un peu aux mains de certains qui fixent des règles. Et même s'il y a une loi du prix unique, elle est très, très souple. Et au bout, je ne sais plus très bien, mais au bout de quelques mois, vous pouvez voir 70% de remise sur un livre. Comment voulez-vous qu'un éditeur s'en sorte? Donc, tout ça donne une approche du livre qui n'est pas très bonne, qui n'est pas très valorisée et qui nuit à tout le monde, dans toute la chaîne du livre, même au lecteur final, et même pour donner une diversité dans le lecteur final. Ce qui fait qu'en fait, ces 2 grandes foires sont des foires où on peut effectivement rencontrer des libraires, des éditeurs et des libraires qui montrent l'ensemble de leur catalogue, mais c'est plutôt une foire d'occasion. C'est-à-dire que tout le monde est obligé de faire une offre spéciale à presque 50%. Donc, c'est ça qui est un peu recherché par une partie du public. Donc, ce n'est pas la même notion de salon du livre tel que l'on a, nous. Il y a, à Lisbonne, plus qu'à Porto, il y a des rencontres qui sont faites avec des auteurs, quand même, des rencontres, des lancements de livres. Mais il n'y a pas tout ce que l'on a tendance à faire, nous, en France, avec un festival, ou même quand il y a quelque chose qui peut être un spectacle ou un film, il faut qu'il y ait un lien avec le livre, ou avec un auteur présent, ou avec une thématique. Des fois, c'est un peu dilué, tout ça. Donc, à Porto, c'était une belle expérience pour rencontrer d'autres collègues, pour parler quand même avec le public, mais ce n'était pas un lieu ni très professionnel, de rencontres, d'échanges. Après, peut-être aussi qu'on a été vus comme des ovnis, parce que c'était la première fois qu'il y avait un éditeur étranger, donc à Porto. Donc, mais tout ça, c'est un peu en train d'évoluer. Oui, puis c'est aussi la première fois qu'on y allait, donc il faut qu'on prenne nos marques, il faut qu'on soit repéré. Et puis, il faut aussi en étant derrière notre stand, les rencontres qu'il y avait, on ne pouvait pas forcément y assister. Donc, après, il y a des questions très pratiques qui peuvent empêcher, des susceptibles rencontres. Voilà. Mais ça, c'est sûr que c'est très, très différent, le monde du livre. Enfin, il y a des créateurs, il y a de bons éditeurs, etc. Mais c'est un monde beaucoup plus dur au Portugal, d'exister, de survivre comme éditeur indépendant. D'accord. On avait reçu il y a quelques mois José Rodrigues dos Santos, qui est un présentateur télé et qui sortait des livres, notamment chez Hervé Chopin. Est-ce qu'il y a une particularité de la langue portugaise qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs? Est-ce que vous avez un prisme commun dans ces auteurs portugais? Est-ce qu'il y a un mouvement littéraire qui permet d'identifier facilement, tout simplement, un auteur portugais? Ou au contraire, tout est de la même façon que dans d'autres pays plutôt disparates?
Non, mais parce que par exemple, je dirais que non. Moi, je dirais que c'est assez disparate. C'est assez disparate. Par exemple, justement, l'auteur que vous avez reçu n'a rien à voir avec Valerio Romão et Valerio Romão n'a peut-être rien à voir avec même avec bon, avec Manuel Rui qu'on a publié. Enfin, c'est assez. Alors, ce que je dirais peut-être de très spécifique au Portugal. Est-ce qu'il y a peut-être des thèmes communs, en tout cas, ou une histoire, ou une période historique commune, ou un sujet sur lequel les Portugais se retrouvent, ou en tout cas lisent davantage? Oui, parce que, disons, les auteurs classiques, peut-être, oui, en effet, il y a une question de parler du Portugal, du peuple portugais, de la vie quotidienne. Enfin, on prend Torga ou même Essa de Queiroz, à sa façon, il parle. Alors que dans la littérature contemporaine, là, c'est aussi ce que nous disait Dulce, les thématiques ils vont plus vers l'extérieur au lieu de parler d'eux-mêmes. On trouvera peu d'auteurs contemporains qui parlent vraiment, qui partent de leur histoire, disons, du local, pour ensuite en tirer quelque chose. Même si on en trouve, Dulce fait partie de ces gens-là, Valerio à sa façon aussi. Ouais. Moi, je trouve ça un peu délicat et je voilà. dirais que c'est la même chose en France. C'est-à-dire que, en fait, on est baigné par le monde dans lequel on vit. Donc, un auteur français, même celui qui gagne le Goncourt, il est pataphysicien, donc il est marqué par plein de choses qui font partie d'une culture française, même s'il va parler de choses un peu en dehors. Alors, bien sûr, il y a des préoccupations politiques et autres qui peuvent ressortir plus dans des romans contemporains. À telle et telle époque, on va retrouver plus, c'est plus, je pense, des questions d'époque. Mais parce que malgré tout, un auteur portugais, malgré tout, il véhicule quand même, il vise à l'universalité, c'est-à-dire qu'au fond, c'est ça, Torga, même cet auteur du XXe siècle, qui est un auteur mais majeur universel, lui, il va dire l'univers, c'est le local moins les murs. L'universel, c'est le local moins les murs. C'est-à-dire qu'au fond, n'importe quel auteur, même au Groenland ou autre, il peut parler il peut aborder des sujets qui nous concernent tous. Sauf que bien sûr, à chaque fois, avec ça, un peu une grille de lecture un peu spéciale, mais que ce soit l'amour, la mort, enfin tout ce dont il est question dans la littérature, c'est au fond la même chose. Après, moi, ce que je dirais peut-être chez les Portugais, je pourrais peut-être plus dire pour les Portugais que pour les... par exemple, les Portugais, c'est parce que dans la littérature, il y a par exemple la poésie. Les Portugais, la poésie est très importante. Et c'est quelque chose qui est très, très présente. C'est rare de trouver un Portugais qui n'a pas fait son petit poème. D'ailleurs, à chaque fois, je sors cet exemple, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez Astérix, le domaine des dieux, la bande dessinée. À un moment, donc, il y a tous les esclaves qui sont là et qui sont en train d'arracher les arbres la nuit. Et pour se donner du courage, là, en tirant les arbres avec les cordes, ils chantent tous. Donc, il y a des Goths, il y a des Hispaniques, enfin, il y a toutes les nationalités donc, de l'époque. Et puis, à un moment, il y a le petit Portugais, bon, un peu caricatural, qui arrive et qui vient voir le centurion et qui lui dit « Moi, je ne peux pas vous chanter une chanson, mais je peux vous dire un poème. » Et ça, c'est très bien vu. Il y a un lyrisme, il y a une grande force, un grand lyrisme dans la poésie portugaise et que l'on peut peut-être aussi trouver un peu dans un souffle, dans une langue qui, elle, est très belle, hein, très très belle. La langue portugaise est très belle et a une plasticité qui permet quand même des choses impressionnantes. Moi, j'ai toujours un bonheur incroyable à lire cette langue et à essayer par les traductions de la faire connaître. La transition est donc parfaite, puisque nous allons donc lire un poème de Pessoa en portugais d'abord et ensuite en version française pour notre plus grand plaisir. Mais avant ça, on va faire une petite photo de groupe comme on en a l'habitude. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. C'est bon, parfait, c'est fait. Merci.
Alors, à la demande d'Anthony, voilà, on va vous lire moi, je vais vous lire un poème que j'aime beaucoup. Enfin, j'en aime beaucoup en général, mais c'est un de mes préférés de Fernando Pessoa et qui est pris dans une anthologie que l'on a publiée qui s'appelle Bureau de tabac et autres textes d'Alvaro de Campos. Je ne sais pas si vous connaissez tous donc ce poète majeur. Là, franchement, bon, j'ai souvent parlé d'universel, mais là, il est vraiment plus qu'universel. Bon, lui, il a déjà eu le droit à son Pléiade chez Gallimard. Et donc, Fernando Pessoa, qui est un auteur donc début XXe siècle, un poète qui meurt en 1936-35, avec une œuvre publiée de son vivant qui est déjà importante, mais surtout qui est mort en laissant une malle qui est gardée maintenant à la Bibliothèque nationale et qui est une malle, il faut croire, un peu sans fond, comme celle de Mary Poppins, parce qu'on a encore, il y a encore des chercheurs qui essayent de recomposer des œuvres à partir de choses qu'il a laissées dans sa malle. Donc, Bureau de tabac avait été publié de son vivant. Et en fait, la spécificité de Fernando Pessoa, c'est qu'il a écrit sous son nom, mais il a écrit aussi sous d'innombrables hétéronymes, c'est-à-dire que ce n'est pas des pseudonymes, c'est chacun de ces personnages, Arnold Camp et bien d'autres, ont une biographie, des caractéristiques, ils ont Ils ont une date de naissance, une date de mort, sauf un. Ils ont un signe astrologique, ils ont un métier, ils ont un style d'écriture différent. Ils ont une personnalité, voilà. Un style. Et donc, ils correspondent entre eux. Voilà, c'est une sorte de théâtre humain. Et donc, c'est très, très riche. Et comme ça, il touche vraiment l'intime et très juste sur chacun de nous. Et donc là, c'est un poème qui s'appelle en français, il n'a pas de nom. Et moi, je vais vous le lire en portugais. Et puis Mylène vous le lira en français. Acordo de noite, muito de noite, no silêncio todo. São tic-tac visível, 4 horas de tardar o dia. Abro a janela diretamente no desespero da insônia. E de repente, humano, o quadrado com cruz de uma janela iluminada, fraternidade na noite. Fraternidade involuntária, incógnita na noite. Estamos ambos despertos e a humanidade é alheia. Dorme, nós temos luz. Quem serás? Doente? Moideiro falso, insone, simples como eu? Não importa, a noite eterna, informe, infinita. Só tem neste lugar a humanidade das nossas duas janelas, o coração latente das nossas duas luzes. Neste momento e lugar, ignorando-nos, somos toda a vida. Sobre o parapeito da janela da traseira da casa, sentindo a umidade da noite, a madeira onde agarro, debruço-me para o infinito e, um pouco, para mim. Nem galos gritando ainda no silêncio definitivo. Que fazes, camarada, da janela com luz? Sonho? Falta de sono? Vida? Tom amarelo cheio da tua janela incógnita. Tem graça. Não tens luz elétrica. Oh, candeeiros de petróleo da minha infância perdida. Merci. On rappelle, juste avant que Mylène fasse la traduction française, que ces ouvrages-là, et je l'ai appris tout à l'heure grâce à vous, ces ouvrages-là sont en édition bilingue. Voilà pourquoi c'est très facile de faire le switch entre les deux. Merci. Je me réveille au cœur de la nuit, dans un silence absolu. Il reste tic-tac visible, 4 heures avant le jour. Sans attendre, poussé par l'angoisse de l'insomnie, j'ouvre la fenêtre. Et là, soudain, humaine, j'avise une croisée. Son carré lumineux, fraternité au milieu de la nuit. Fraternité involontaire, inconnue, au beau milieu de la nuit. Nous sommes tous deux réveillés, à l'insu des hommes qui dorment à poing fermé. Nous avons la lumière. Qui es-tu?
Un malade, un faux monnayeur, un simple insomniaque comme moi, peu importe. La nuit éternelle, informe, infinie, se résume ici à l'humanité de nos deux fenêtres, au cœur latent de nos deux lumières. Ici et maintenant, et sans nous connaître, nous sommes la vie sur terre. Tenant ferme la barre d'appui de la fenêtre sur cour, je sens son bois tout imprégné d'humidité nocturne. Je me penche vers l'infini, vers moi-même un peu. Aucun coq encore n'a crié dans le silence final. Que fais-tu, camarade à la fenêtre éclairée? Rêves-tu? Veilles-tu? Vis-tu? Petit pan jaune profond de ta fenêtre inconnue. Tiens, c'est drôle, tu n'as pas la lumière électrique. Ô lampe à pétrole de mon enfance perdue. Voilà. Merci. On comprend pourquoi c'est une légende. Non, c'est vraiment fantastique et il faut vraiment le lire. Et donc, il a déjà été publié par de nombreux éditeurs, donc nous on en a publié plusieurs. Et là, c'est une traduction de Max de Carvalho, ça c'est très important les traducteurs. Et nous, d'ailleurs, on est en train de préparer une anthologie de poésie portugaise qui fera 1904 pages, des origines au XXe siècle. Donc voilà, on avait déjà fait une anthologie de poésie brésilienne, enfin qui s'appelle La poésie du Brésil, qui était vraiment aussi avec Max de Carvalho. Là, c'est Max aussi qui fait ça, qui fait ce travail, qui est un travail surhumain, presque inhumain, mais qui est un vrai continent. Avec ça, je crois qu'on peut partir sur une île. Moi, je suis surpris, voire choqué de voir à quel point vous prenez des risques. Je pense que n'importe quel petit éditeur indépendant entendrait ça, un ouvrage de quasiment 2000 pages sur de la poésie portugaise. Vous direz, mais vous êtes fou, vous êtes dingue. Un petit peu là, avec Max, des fois on se dit là, c'est ça, on se dit là, c'est pas humain, mais non, c'était un vrai plaisir de travailler sur ça. Vous voyez, il existe une anthologie de poésie italienne publiée dans la Pléiade, même une espagnole, mais portugaise, non? Et pourtant, il y a une tradition de poésie qui est énorme et fantastique. Vous avez des monuments vraiment de poésie portugaise. Vous avez de très, très belles choses au XVIe siècle. Vous avez un poète comme Luís de Camões, qui est très important, qui est une sorte de Pétrarque. Et puis après, vous avez un XXe siècle portugais en poésie, mais qui est dingue, qui a des auteurs. Comme il y avait aussi de très, très, très grands poètes au Brésil. Là, il y a eu vraiment des ratés du côté du comité Nobel. Il y a vraiment des monuments en poésie qui n'ont pas été repérés, enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais il n'y a pour l'instant qu'un seul auteur de langue portugaise qui a eu le prix Nobel, qui est Saramago. Mais là, il y a vraiment eu des loupés parce qu'il y avait des monuments qui auraient dû les avoir. Mais je pense qu'aussi, c'est important, c'est-à-dire de faire ce genre de travail. Et des fois, si ce n'est pas des éditeurs comme nous, personne ne le fera. Je trouve ça extrêmement courageux, en tout cas, dans un monde actuel où l'édition est quand même extrêmement difficile pour ce genre d'ouvrage. Bravo, parce que c'est avec ce genre d'ouvrage qu'on va un petit peu plus loin et qu'on découvre une poésie différente. Donc, déjà, merci pour ça. On parle des traducteurs justement, et ça fait le lien. Est-ce qu'il y a véritablement, et on en parlait tout à l'heure en off avant que les invités arrivent, mais on disait que peu d'ouvrages portugais étaient traduits en français. Vous m'annonciez tout à l'heure qu'il y a à peu près 3% sur une fourchette de livres traduits en portugais, en français, pardon. Pourquoi ce chiffre-là? Pourquoi ce chiffre aussi minime pour, vous le disiez également tout à l'heure, pour une langue qui est donc parlée, première langue européenne parlée à travers le monde? Pourquoi ce chiffre aussi inquiétant, je dirais? Je ne sais pas répondre à cette question. Bon, nous, on ne saura pas vous répondre scientifiquement, hein, on ne sait pas trop, donc c'est effectivement curieux. C'est-à-dire que moi, je me suis penchée un peu sur cette question-là récemment. Il y avait des chiffres, mais qui ne sont pas de 2020, hein, qui sont, je crois, de 2016, et d'une étude française. Et effectivement, il y a à peu près 3% dans l'ensemble des ouvrages traduits en France, il y a à peu près 3% qui sont traduits du français. Donc, comme je vous disais, la plupart
une grande majorité, c'est l'anglais, et puis après, c'est le japonais avec les mangas. Et par exemple, c'est pas la littérature japonaise vraiment, il y en a, mais la littérature japonaise, sinon elle serait vraiment aussi en bas de la liste. On a remarqué par exemple que même la littérature italienne est au-dessus de la littérature portugaise. Pourtant, c'est une langue qui est moins parlée dans le monde. C'est-à-dire que le portugais est la première langue européenne parlée dans le monde. C'est parce que c'est vraiment très, très vaste, hein, parce que c'est des continents. Vous prenez le Brésil, ils sont maintenant 230 millions. Donc, il y a aussi d'autres pays en Afrique. Et comme je vous disais, même au Japon, ça se développe. Donc là effectivement, c'est un combat de tous les jours. Et c'est pas un manque de production, parce qu'il y a une grande production. Donc, si on met le Brésil, si on met l'Angola, le Cap-Vert, il y a une littérature capverdienne qui est très intéressante, etc. Mais c'est encore ça s'est développé, hein, quand même. Alors, il faut relativiser. Par exemple, si on prend la poésie, la poésie portugaise, la poésie portugaise a été très bien servie. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail remarquable pour la langue portugaise, pour la poésie portugaise qui a été fait. Il y a un rayon poésie portugaise qui est très important. Mais ça, c'est lié aussi à un intérêt d'un certain nombre de petits éditeurs qui ont vraiment fait un bon travail. Et grâce à la locomotive Pessoa aussi, j'imagine. Oui, Pessoa a beaucoup aidé, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un intérêt, plus aussi des très bons éditeurs, petits éditeurs français qui s'intéressent vraiment à la poésie. Et là, ils font un travail très poussé. Et il y a, comme je vous ai dit, sur le XXe siècle, il y a quand même des monuments, hein, en poésie portugaise. Donc là, il y a eu vraiment quelque chose. Et puis après, il y a ce qu'on peut appeler aussi, ce qu'on peut appeler un soft power portugais pendant une période. C'est-à-dire le Portugal est rentré dans la communauté européenne en 86. Puis après, il y a eu une période aussi qui était une période européenne qui a été assez positive, hein, c'est-à-dire où le Portugal était plutôt en croissance. Il y a eu la foire internationale universelle qui a eu lieu en 94, puis aussi une autre année 98 qui a été très importante. Donc c'était des années assez fastes au Portugal où il y a eu aussi des moyens et plusieurs instituts qui ont beaucoup stimulé la traduction, parce que malgré tout, par l'intermédiaire de la traduction et de la traduction d'œuvres portugaises, mais ça c'est pour tout, pour la France aussi, mais ça c'est aussi, il y a des investissements récents qui est catastrophique en France, hein. Mais il y a quand même encore, c'est une façon, quand on traduit et on rend possible certaines publications, c'est une façon aussi de transformer l'image d'un pays et de faire connaître. Donc, il y a eu une période où ça a été plus aidé, parce que quand vous devez acheter des droits, traduire et publier, vers un marché où il y a encore un effort très important pour atteindre un public, c'est très risqué. Donc, c'est important d'être aidé, au moins dans la traduction ou dans l'achat des droits. Donc ça a été important. Et ça peu à peu, ça s'est amenuisé. C'est-à-dire il y a moins d'aide. Mais en tout cas, il y en a encore. Il y a des institutions, 2 institutions qui peuvent aider, mais il y a moins de moyens. Ça, c'est évident. Mais par exemple, pour le Brésil, c'est catastrophique parce que ce genre de choses a peu existé. Il y a une période pendant Lula où il y a eu des aides qui étaient... C'était la Bibliothèque nationale de Rio qui gérait ça. Des aides à la traduction. Des aides à la traduction, mais depuis qu'il y a Bolsonaro, c'est fini, hein, donc tout ça n'existe plus. Et il ne faut pas le voir simplement comme une façon pour des éditeurs de profiter de quelque chose. C'est vraiment une façon de rendre quelque chose de possible. Parce que sinon, si vous cumulez, vous faites un budget livre, si vous voulez, vous pouvez un jour, si vous voulez, faire une rencontre autour d'un combien coûte et comment on fait un livre. Mais si vous cumulez tout, vous comptez le temps que l'on passe dessus et après vous le divisez par le nombre d'exemplaires, le tirage et puis
la vente que l'on peut espérer faire, c'est de la folie. Il vaut mieux faire des jeans et des chaussures. Parce que c'est vraiment quelque chose de pas rentable. Ce n'est pas une activité où il faut vouloir s'enrichir. Et dans ce domaine-là, donc dans le domaine lusophone, c'est un peu plus, c'est encore plus délicat. Voilà. Donc, tout ça pour revenir, effectivement, il y a moins de... On est quelques éditeurs à le faire. Il y a des éditeurs comme les éditions Métayer, quand même, qui ont un catalogue portugais. Il y a quand même après d'autres grands éditeurs qui ont suivi ponctuellement, mais qui vont essayer. Bon, par exemple, ils se sont battus pour garder Saramago, puis maintenant, Lobo Antunes était avant chez Bourgois. Bourgois a été racheté par Gallimard, donc maintenant, Bourgois, Gallimard, c'est la même chose. Donc maintenant, Saramago et Lobo Antunes sont chez Gallimard. Mais c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est un peu des... Est-ce que c'est aussi un problème peut-être un problème de traducteurs disponibles? Est-ce qu'il y a beaucoup de traducteurs du portugais en France? Alors, des traducteurs, il y en a. Après, des très bons, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Moi, je pense que c'est une question d'ouverture aussi, des disponibilités. Enfin, il faut qu'il y ait une demande à un moment donné, il faut qu'il y ait un intérêt qui soit plus grand pour que justement les éditeurs prennent le risque aussi d'aller voir ce qui se passe. Enfin, c'est toujours l'effet un peu boule de neige. Enfin, j'ai l'impression que ça fonctionne pas mal comme ça, une espèce de mode qui viendrait. Ça peut partir en effet d'une volonté du pays, donc que ce soit du Portugal, du Brésil, à vouloir exporter ces auteurs et donc de permettre à des éditeurs français de se lancer, mais leur permettre de manière pratique, hein, avec des aides, des choses comme ça qui peuvent aider. Et après, ça peut marcher à l'inverse aussi, une demande du lecteur, en fait, des lecteurs. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire nous, c'est-à-dire de créer l'envie. De créer l'envie, oui. Mais pour les traducteurs, c'est ça la difficulté. Bon, j'ai peut-être pas été très juste. La difficulté, c'est que pour pouvoir... la traduction, c'est vraiment quelque chose de difficile, qui est un métier, moi, je trouve, fou. En France, quand même, qui est assez valorisé, je trouve, par rapport à d'autres pays. Mais pour en vivre, il faut traduire quand même régulièrement, avoir des commandes régulières. Donc, il y a quelques traducteurs qui, peu à peu, se sont fait connaître et sur lesquels vont les principales commandes. Donc, s'il n'y a pas assez de traduction, c'est difficile de développer un vivier, disons, assez important, parce que c'est aussi en traduisant que l'on s'améliore et qu'un traducteur devient et maîtrise. On le voit bien, c'est-à-dire que les premières traductions, ça prend un peu... Ça se bonifie, quoi. Il y a une expérience, il y a vraiment... et il faut avoir des occasions de pouvoir s'attaquer à des grands textes et d'avoir des commandes. Donc, mais il y a de très bons traducteurs, mais il n'y a pas un choix énorme. Mais j'imagine après, aussi il y a même des fois, il peut même des fois y avoir des coïncidences, excusez-moi, mais c'est où on est plusieurs à vouloir traduire quelque chose et puis on veut tous le même traducteur, donc ça devient un peu caricatural, mais c'est drôle. Mais comme ça nous amène... on a aussi ce rôle, hein, d'accompagnement, et je pense que nous, on a fait ça. On a pu le faire, je pense, d'accompagnement de certains traducteurs qui ont commencé avec nous et qui se sont affirmés et qui font leur chemin parfaitement après, indépendamment, avec ou sans nous. Mais c'est aussi une question d'accompagnement. Ça fait partie aussi d'un travail d'éditeur. J'imagine que peut-être un auteur portugais recevra un prix, il y aura peut-être un petit peu plus portugais ou lusophone, mais un petit peu plus de visibilité par rapport à cette littérature. C'est aussi possible. J'avais une question. Alors, parce que... Oui, pardon. Par contre, je dirais qu'on a quand même eu indirectement des prix. On a eu notamment des prix de traduction. Et il y a Mathieu Dos qui, lui, a travaillé avec nous plutôt en texte du Brésil
qui a eu, notamment pour une de ses traductions, a eu 2 prix, le Grand Prix de traduction voilà, c'est lui qui a traduit l'invention de l'amazonique, Euclide de Cunha, qui est un auteur majeur brésilien, mais il a surtout traduit pour Mon nous oncle le Mon oncle jaguar. le jaguar de Graciliano, non, de Guimarães Rosa, qui est un monument. On vient de le réimprimer, parce qu'en plus, il a été pris là dans le programme du CAPES De l'agrégation de lettres modernes en littérature comparée. Et il a eu le Grand Prix de traduction d'Arles et Books Gulbenkian. Et Elisabeth aussi Montero Rodriguez a eu aussi ce prix-là, le Grand Prix de traduction d'Arles, pour de la famille de Valérie Roman. Voilà. Après, on a eu d'autres prix, hein, mais souvent liés à la traduction ou en histoire. Voilà. On a une collection qui a eu un prix. On a une rareté et une collection qui a un prix. En effet, en effet. Hasard du calendrier, la semaine prochaine, on reçoit Edir Augusto, Oui. totalement dans la veine Chandaigne. J'ai vu qu'il avait écrit d'ailleurs un ouvrage de poésie qui n'a pas été traduit en français. Du coup, ma question est la suivante, c'est si vous aviez peut-être toutes les deux un regret sur un regret d'éditrice et une fierté. Est-ce que ça concernerait plutôt un auteur, un titre qui vous est passé sous le nez, un auteur qui vous est passé peut-être sous le nez, sur le regret et sur l'autre pan, sur un auteur, une fierté, un livre qui véritablement vous a mis en joie lorsque vous l'avez publié, même si je sais que c'est une question très difficile de choisir entre ses enfants, mais est-ce que vous auriez toutes les deux un regret et une fierté particulière ou singulière qui tout simplement colle à votre personnalité ou colle à votre histoire, mais qui vous a particulièrement touché? Ouh là là. Des regrets. Pas tellement. Je sais non. pas. Après, moi, je sais que j'aurais aimé. Donc, je suis très contente qu'on ait publié Dulce Maria Cardozo. Et je serais contente qu'on ait le retour au catalogue, par exemple. Un livre qui a été publié chez Stock en 2015. Et ça voilà, c'est dommage qu'on ne l'ait pas au catalogue. Et puis c'est dommage pour le livre et pour Dulce, parce qu'on l'aurait chéri, ce livre. Voilà. Mais c'est... Voilà, non, après, il y a des livres par exemple, que j'aime beaucoup, qui sont chez d'autres éditeurs et que bon, ça m'est arrivé d'être un peu jalouse, mais parce qu'on est arrivé après. Il y a des éditeurs qui ont fait quand même un travail remarquable et on arrive après. Donc, il y a des textes qu'on aimerait bien abriter. Mais bon, le principal, c'est qu'ils existent. Après, il y a une chose où moi, il y a certains livres qui sont tellement importants qui méritent des retraductions. Parce que la traduction, des fois, elle est quand même marquée par des époques. Et il y a certains livres, des fois, qui sont coincés chez des éditeurs qui ont des grands catalogues et pour qui c'est important, qui ne s'en occupent pas spécialement, parce que c'est des catalogues internationaux avec toutes les langues, tous les pays, etc. Et qui, des fois, ont des contrats anciens, c'est-à-dire que les contrats avant de cession de droits internationaux étaient des contrats sans durée. C'est-à-dire, tant que le livre était un peu exploité, il reste dans le catalogue de celui qui l'a traduit et publié. Alors que maintenant, les cessions de droits, bon, des fois, ça devient même un peu dur, c'est des cessions de droits pour 5 ans, 7 ans. Et après, il faut renouveler les contrats. Et comme ça, il y a des grands textes qui sont des fois dans des catalogues de grandes maisons, mais ces maisons-là ne s'en occupent pas. Mais avec le système actuel de l'édition numérique, papier numérique, où on peut faire un tirage à 100 exemplaires rapidement,
ils peuvent maintenir le livre au catalogue, mais sans s'en occuper. Et du coup, ils coincent aussi la possibilité de s'en ressaisir, de refaire des traductions, de les faire revivre. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est quelque chose qui est un peu dommage. Et comme ça, moi, j'ai 2-3 textes dans le viseur. Mais voilà, c'est dommage. On verra bien ce qu'on arrive à faire. Et quant à la fierté, alors? Je pense que c'est difficile, mais il y en a beaucoup. Enfin, je peux en dire 2-3 comme ça, mais après, si je prends le catalogue, je vais vous faire tout le catalogue. Je vais en faire quelques-uns. Bon, je suis très, très fière vraiment que l'on ait publié ce livre, Mon oncle le jaguar de Guimarães avec ce traducteur, Mathieu Doss, et de travailler avec lui. C'est vraiment franchement, c'est une de mes grands bonheurs. L'anthologie de poésie brésilienne, je ne sais pas si je peux... elle est là. Ça, j'en suis vraiment très heureuse aussi. C'est un monument. Ça, c'était 5 ans de travail. C'est tout ce travail-là, quoi. Ça, j'en suis très fière parce que c'est vraiment une réussite. C'est un plaisir, je pense, de lecture, parce que c'est la poésie du Brésil. C'est pas simplement une anthologie. C'est vraiment comment ces textes-là disent un pays, comment on entend la poésie de ce pays. C'est-à-dire qu'il est question d'animaux, d'oiseaux, d'odeurs, de fruits, de tout. Donc c'est vraiment la poésie d'un pays. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec le Portugal. C'est plus qu'une anthologie où on colle des choses, c'est de chanter un pays, comment on chante, comment on transmet l'âme d'un pays à travers. Et toutes ces composantes qui sont non seulement des paysages, des sons, tout, une histoire, des états d'âme, la saudade, etc. Et plein d'autres, mais je ne saurais pas dire. Mais aussi la fierté, par exemple avec Michel, d'avoir publié sûrement le récit de le Magellan. C'est-à-dire que Magellan, dont tout le monde entend parler depuis des siècles, et étudie, et tout le monde a entendu parler de Magellan, un peu comme Christophe Colomb. Voilà. Mais en reprenant toujours les mêmes choses. Bon, il y a un texte qui est très agréable à lire, qui est celui de Stefan Zweig, mais qui a beaucoup d'erreurs dedans. Et comment, depuis des années, on reprend toujours un peu les mêmes histoires, et on parle du tour du monde de Magellan, etc. Et tout ça, c'est un peu... Et c'est là qu'on se rend compte que quand les choses sont bien ancrées, c'est difficile de sortir les idées reçues. Et même quand on les corrige, même dans les livres d'histoire scolaires, tout est repris, quoi. Et c'est nous, maison d'édition, Chandaigne, qui avons publié et fait le premier livre de référence qui recueille qui réunit tous les textes sur le voyage de Magellan, et en faisant le point et en corrigeant des quantités d'âneries qui circulent sur Magellan. Et ça, c'est quand même, on n'en revient pas. Comment ça se fait que ça n'avait jamais été fait avant? Ce qui ne veut pas dire que le livre ne peut pas être dépassé, que d'autres vont faire d'autres choses et proposer et encore peut-être corriger des choses chez nous. C'est éternel, heureusement. Mais c'est une fierté. Et puis plein d'autres choses, des petits livres, des gros. C'est très bien résumé. Je trouve que là, pour le coup, la diversité s'inscrit totalement dans vos coups de cœur, Anne. Ça paraît fou tout ce que vous avez fait de manière différente. C'est bravo, sincèrement bravo, parce que je trouve que vous avez une identité littéraire, une identité graphique qu'on ne rencontre pas souvent. Donc, merci. Et je n'ai pas eu les fiertés de Mylène, hein, qui espère se dérober. C'est une fierté. Oui, non, mais c'est qu'en fait, je suis assez fière de tous les livres. Non, mais là, oui, c'est vrai que je vous ai parlé quand même de Dulce Maria Cardoso. Après, moi, il y a un titre que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, je l'adore, c'est Les Contes de la montagne de Miguel Torga. Ce sont des très belles nouvelles, et voilà, c'est très beau. Et sinon, c'est le livre qu'on va publier à la rentrée, qui s'appelle Carnet de mémoire coloniale, d'Isabella Figueiredo, donc une auteure portugaise, dans lequel elle revient sur son enfance au Mozambique, lorsque le Mozambique était encore sous domination coloniale portugaise. Et donc c'est assez...
c'est très très fort comme texte, c'est bouleversant. En fait, elle est fille de parents portugais, des Blancs. Ils habitent là-bas donc en tant que colons. Et elle revient sur son enfance en s'attachant à parler surtout de la relation qu'elle avait avec son père, donc qui était une relation très tendre. Elle aimait beaucoup son père et réciproquement, mais son père était aussi quelqu'un de raciste, de violent, de sexiste, et ça, dès toute petite, elle le rejette. Et donc, dans son roman, elle parle de cette relation ambivalente. Et donc, elle revient aussi sur la question coloniale au Portugal, mais de façon très crue, très frontale. Elle mâche absolument pas ses mots et elle explique enfin voilà, que la domination coloniale, l'État colonial, ce système-là est un système ultra violent et que l'histoire portugaise et certains ont tendance parfois à l'oublier. Mais ce qui est vraiment, c'est un récit intime en fait, donc ce qui est vraiment passionnant, c'est l'ambivalence d'une relation en fait qu'elle décrit et du coup une identité qui est formée un peu sur des sables mouvants parce que enfin elle naît là-bas dans un pays qui est sous domination coloniale. À 11 ou 14, à 13 ans, pardon, elle repart au Portugal suite à l'indépendance du Mozambique. Elle repart vivre seule. Ses parents restent encore un peu à travailler au Mozambique ou en Afrique du Sud. Et quand elle revient au Portugal, elle n'est pas légitime, en fait. Elle ne revient pas, elle vient au Portugal. Elle vient au Portugal, parce qu'elle oui. n'y était jamais allée. Ouais. Donc, c'est un livre un peu sur ses identités un peu éclatées, qui a beaucoup aussi d'écho sur certaines histoires françaises. C'est aussi l'éveil d'une jeune fille à sa vie de femme, à sa sexualité aussi. Et c'est quelque chose, c'est aussi un texte qui pose justement cette question de comment on est constitué, de l'identité, et quand on est entre plusieurs pays. Et là aussi, avec cette question très forte de quand on rejette, au fond, on est le fruit de nos parents en partie, mais on rejette aussi ce qu'ils représentent et comment ils sont. Et qu'est-ce qu'on fait avec ? On a d'une part un amour, d'un autre côté, on rejette ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent. Donc, oui, puis pour le coup, elle le dit, en fait, elle a plus vraiment de pays d'origine. Elle a une formule qui est assez parlante, qui est mon pays natal, c'est le colonialisme. Donc, enfin, voilà, ça pose des questions de construction qui sont assez passionnantes et elle le fait, c'est ça, avec une sincérité parfois déconcertante. Enfin, et impressionnant. On a eu la chance d'avoir une préface aussi de Leonora Miano qui donne sa lecture de ce texte, qui est vraiment... Ça, ce livre est un livre qui a été un engagement pour nous, qui nous a demandé beaucoup d'engagement personnel et de travail, et même poursuivre la traduction, parce que c'était quelque chose qui demandait, étant donné son vocabulaire assez fort, cru et oral, de bien suivre. Et là, on vient juste de le rendre à l'imprimeur et on était lessivés, mais contente, très contente. On pense que c'est un livre qui va, je pense, qui va marquer, qui va faire discuter. Ouais. Je l'avais en effet repéré et je m'interrogeais pour savoir si c'était... alors, on me rappelle qu'il sort en septembre, début septembre de mémoire, mais je m'interrogeais sur le genre, si c'était un récit, un roman, ou au contraire un essai. Donc, pour le coup, vous confirmez que c'est bien un roman, entre roman et récit. Biographique, c'est un récit biographique, comme ça, avec des petits chapitres. Il y a 52 petits chapitres qui suivent une chronologie. Donc, on est au début, puis jusqu'à ce qu'elle rentre, qu'elle aille au Portugal. Et au Portugal, où elle-même, après, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que et après, Leonora Miano explique bien ça, c'est-à-dire son père est un
issus d'un monde pauvre portugais où ils partent vers le Mozambique, l'Angola et autres, souvent parce que là où ils étaient, ils essaient d'aller trouver une vie, de gagner leur vie. Et ils y vont là-bas, mais donc ils sont précipités dans une société où ils sont précipités dans un système hiérarchique où ils se retrouvent en haut d'une hiérarchie et un mode de fonctionnement racial qui font qu'ils deviennent l'outil de cette racialisation, c'est-à-dire presque inconsciemment, et après de façon violente. Mais alors que eux, quand ils reviennent dans leur pays, elle, quand elle rentre, elle voit d'où son père venait, quoi. C'est-à-dire c'est un déséquilibre énorme. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent dans ces expériences. Il y a dans cette expérience intime. On a hâte en effet de découvrir cet ouvrage-là. Vous avez donné une fois de plus envie à ceux qui n'ont pas encore lu un ouvrage Chandaigne. Je pense qu'on a eu assez de titres déjà qui nous portent. Peut-être pour finir, si vous pouviez nous parler peut-être d'une... alors là, on rappelle que c'était la seule sortie, je crois, de la rentrée littéraire pour Chandaigne. Est-ce que vous avez en main, entre guillemets, un manuscrit aussi qui vaut de l'or, ou en tout cas un projet pour 2022 ou en fin 2021? Je ne sais pas si vous allez publier autre chose en 2021, mais est-ce que vous pouvez nous parler d'un ouvrage qui vous tient à cœur, ou en tout cas dans les mois à venir? Ben, moi, je peux parler de plus, mais ils me tiennent tous à cœur. Il y a pas que... Oui, parce que là... Parce qu'on vous a déjà parlé de Valerio Romão, donc le Valerio Romão, donc lui, le prochain, il sort en janvier. Ah voilà, c'est ce que je voulais vous demander aussi, justement, par rapport à ça, puisque je ne l'ai pas vu pour septembre. Je me suis il sort demandé en janvier. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ça. C'est-à-dire en littérature contemporaine, du coup, on suit là 3-4 auteurs. Et quand il faut s'en occuper, donc par exemple, Isabella Figueiredo sera en France fin septembre, début octobre. Et puis, autre information, l'année prochaine, il y aura l'année croisée France-Portugal, donc de février à octobre de l'année prochaine. Donc, il y aura beaucoup de choses en France et au Portugal sur l'un et l'autre pays. Donc, il va y avoir beaucoup de choses, des expositions, des manifestations, des concerts, etc. Donc, il va y avoir pas mal de choses aussi liées aux auteurs, des rencontres dans les festivals. Beaucoup vont avoir comme thématique le Portugal l'année prochaine. Donc voilà, mais s'occuper des auteurs, ça demande du temps. Donc c'est pour ça qu'on essaie de ne pas faire de la littérature contemporaine trop collée les uns aux autres. Donc Valerio, ce sera en janvier. Et puis il y a un deuxième d'Isabella Figueiredo qu'on fera peut-être un an après, c'est-à-dire en septembre de l'année prochaine, qui est aussi très fort, qui s'appelle La Grosse, et qui est aussi un peu autobiographique. Mais sinon, enfin l'année prochaine, on a plein de projets, mais en fin d'année, en plus de l'anthologie de poésie portugaise, donc la poésie du Portugal, on a un autre livre avec un auteur que l'on suit, qui est un auteur français, mais au fond qui est suisse, allemand, mais qui vit en France depuis longtemps et qui est complètement francophone, qui est Patrick Stroman, qui est un de nos auteurs depuis longtemps. Qui a fait la préface de l'invention de l'Amazonie. Oui, exactement. Ouais. Voilà, c'est ça, qui connaît très bien le Brésil et dont on a publié plusieurs ouvrages, dont Lisbonne, ville ouverte, qui est un très beau livre, récit historique un peu sur Lisbonne en 1940, qui était la seule ville par laquelle on pouvait sortir, on pouvait encore essayer de sortir pendant la guerre. Donc, qui était une ville encore pleine de lumière et par où sortaient toutes sortes de personnes. Hannah Arendt, Renoir, toutes sortes de personnes sont passées par Lisbonne à cette époque-là, donc qui raconte un peu ça. Et là, on part, le livre s'appelle Oiapoque, qui est le nom d'un fleuve en Amazonie, et surtout en Guyane. Et on va sur les traces
faite d'un explorateur géographe français qui s'appelle Henri Coudreau, qui va vivre 40 ans, qui mourra donc en Amazonie à l'âge de 40 ans, et qui est parti, donc c'est deuxième moitié juste avant que le siècle ne tourne, donc il meurt en 1899, et en fait, il rêvait d'être un peu explorateur, et il est envoyé en Guyane, et il va s'occuper surtout de faire des relevés cartographiques et autres de l'Amazonie, à une période où la France, qui avait donc la Guyane, et le Brésil se disputaient sur ce qu'on appelle le contesté. C'était une zone contestée, géographique, pour savoir où était la frontière entre le Brésil et la France. Et en fait, la France, à un moment, disait presque... En fait, on considérait que la frontière, c'était un fleuve. Et on n'était pas sûr de quel était c'était un vieux fleuve, mais on savait pas, enfin, il y avait un nom ancien, mais on n'était pas sûr du nom du fleuve. Donc les Français disaient qu'ils pouvaient aller presque jusqu'au nord, jusqu'à la côte nord, la rive nord de l'Amazone. Donc vous imaginez, la France aurait eu un territoire énorme, même plus grand en Amérique, on serait plus américain que européen actuellement. Mais finalement, les Brésiliens n'ont pas eu gain de cause, mais ça s'est passé la frontière s'est posée un peu plus haut, et donc ça donne cette Guyane actuelle. Mais ça raconte, on va sur les pas d'Henri Coudreau, qui va en fait peu à peu se passionner pour cette zone, pour cette Amazone, où même encore maintenant, quand on rentre dans cette forêt qui est en partie en danger, donc on finit par se dissocier, plus pouvoir vraiment comprendre et vivre comme en Occident, quoi. Donc peu à peu, il va finalement se dissoudre dans cette Amazone. Et puis à un moment, avec sa femme, Octavie, lui, il va mourir dans un des fleuves Trombette, et elle va l'enterrer sur le bord du fleuve, et elle va continuer elle-même les explorations et les livres qu'il fait, jusqu'à ce qu'un jour, elle revienne, au bout de plusieurs explorations, pour reprendre les restes d'Henri, et pour l'enterrer en Charente. Mais c'est passionnant, parce qu'au fond, on voit ce couple, ces deux personnes qui peu à peu n'arrivent plus, quand ils reviennent en Europe, à Paris et autres, même pour exposer à la Société de géographie, ils ne comprennent plus tout à fait ce qui se passe, ils ne peuvent plus s'adapter, quoi. Mais on apprend énormément sur l'Amazonie, mais aussi sur nous-mêmes. C'est aussi l'histoire d'une dérive, quoi, d'une dérive humaine. Et c'est très, très beau. Et en fait, Patrick va, au fond, un peu comme Patrick Deville aussi, c'est-à-dire on va il va sur place, mais il est présent sans être présent, mais il montre aussi ce qui reste de toutes ces histoires-là, et il donne aussi une épaisseur de toute cette histoire, c'est-à-dire qu'en même temps, on sait ce qui se passe en France, il rencontre Élisée Reclus, il y a tous ces personnages qui tournent autour d'Henri Coudreau, et qui donnent vraiment une notion de ce qui se passait à cette époque-là dans le monde et en France, et voilà, et qui donne vraiment... c'est de l'histoire comme on l'aime, c'est-à-dire on peut l'embrasser, la sentir. Et ça s'appelle Oyapa. Et c'est illustré par des photos d'Henri Coudreau de l'époque. Merci. Bon, eh bien, je crois que tout le monde va se ruer sur à la librairie portugaise et brésilienne. Alors, où que vous soyez, si jamais vous passez par Paris, on est quand même rue Tournefort, on a nos locaux, et on a une petite librairie, à celle de Michel, et puis à la nôtre maintenant, et la porte est ouverte. Alors, ceux qui ont la chance, n'hésitez pas du coup. Ceux qui sont un peu plus loin, c'est plus difficile, mais en tout cas, quand je passerai à Paris, évidemment, je passerai vous rendre visite avec un immense plaisir. Il est temps de nous quitter, mais tout d'abord, merci infiniment à toutes les deux. Je trouve vraiment votre discours rafraîchissant et qui ouvre sur une fois de plus, avec une ouverture d'esprit immense sur différentes littératures. Alors merci infiniment pour cette rencontre qui nous a donné évidemment plein d'idées lecture, mais qui a aussi permis de découvrir qui se cachait derrière les éditions Chandaigne
et on rencontre deux belles femmes qui sont formidables et qui ont un discours totalement engagé. Donc, merci. Merci infiniment à toutes les deux. Merci à Anthony vous. et merci à tout le monde. Oui. Merci à vous. Merci. À bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, Anne-Mylène. Au revoir. Au revoir.